Est-ce que ça a démarré? Voilà, donc ça a démarré. Donc aujourd'hui, je vais lancer un stream également, que je vous invite à rejoindre. Vous m'entendez correctement d'ailleurs? Ok. Bon, théoriquement j'ai lancé un partage d'écran, ça n'a pas marché. Voilà, théoriquement vous devriez pouvoir rejoindre justement le stream. Vous le voyez ou pas? Voilà, ça y est. 18 personnes. Et il manque encore quelques... Parce que moi de mon côté, c'est un petit peu lent. Bon, donc j'enregistre de toute manière pendant... Et, voilà, si M. Ok. Donc allons-y. Ah zut, excusez-moi, j'ai zoomé. Erreur. Je vous donnerai le fichier après. Hein. Voilà. Ok. C'est bon. Vérifier de l'autre côté. Pas de problème. Tout est fonctionnel. C'est magnifique. Donc recherche dichotomique. Alors la seule différence par rapport justement à ce qu'on a fait dans la recherche séquentielle la dernière fois dans un tableau, ici on va ajouter une certaine contrainte, on va dire une hypothèse supplémentaire, c'est que notre tableau est trié, d'accord, dans l'ordre croissant évidemment a priori. Donc en termes de contexte, ici on a un tableau T donc d'entiers qui sont triés dans l'ordre croissant. Et j'ai un élément petit x. Hein. Donc l'objectif, c'est je voudrais juste savoir si est-ce que l'élément x appartient au tableau T. Ok. Donc il en existe plusieurs justement permettant de répondre à la question. Notamment, on pourrait essayer de faire une recherche séquentielle de la même manière justement que la dernière fois. Le seul problème, c'est qu'évidemment, on perd un tout petit peu de... Comment dire, d'efficacité, puisque si on applique le même algorithme que la dernière fois, on n'utilise pas le fait que le tableau soit déjà trié dans l'ordre croissant. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est surtout de rencontrer un algorithme type, un algorithme de dichotomie, la dichotomie étant, on va dire, toute une famille d'algorithmes qui sont très importants justement en informatique et en algorithmique. Voilà. Théoriquement, vous en avez déjà vu un en seconde, à savoir pour résoudre une équation du type f de x est égal à 0, vous avez peut-être déjà rencontré justement un algorithme de dichotomie. Est-ce que c'est le cas ou pas? Question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu l'année dernière un algorithme de dichotomie ou peut-être même cette année? Vous en avez peut-être parlé dans le cours de spécialité maths. Bon, j'y crois moins cette année par rapport à l'année dernière. Est-ce que ça rappelle des choses à des gens? Donc Léonore, non. Pour d'autres, pas du tout. Ça rappelle rien à personne. Bon, moi, je sais que pour certains. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire dichotomie? Personne ne sait ce que ça veut dire dichotomie. Le dictionnaire, non, pas du tout. Timothée. Ça n'a rien à voir. Enfin, ah oui, si, d'accord, le dictionnaire. Oui, effectivement.
Une division, tout à fait. Quand je parle, moi j'en parle tout le temps parce que l'exemple que j'utilise effectivement c'est la méthode quand on recherche un mot dans le dictionnaire. Alors j'en avais déjà parlé justement en introduction quand j'ai parlé de manière générale sur l'algorithmique. En fait c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, Timothée. Pourquoi? Parce que le dictionnaire, en fait, c'est comme un tableau d'entiers qui sont triés. Bon, c'est des mots, je suis d'accord, mais ils sont triés suivant l'ordre alphabétique. En maths, on appelle ça l'ordre lexicographique. Donc la méthode de recherche justement d'un mot dans le dictionnaire, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors Enzo, quand vous dites une division, alors tout ce qui est dichotomique, ça veut dire tout simplement qu'on n'a que deux possibilités. Et donc ce qu'on appelle un algorithme de dichotomie, vous allez voir, le principe c'est de couper à chaque étape justement en deux. Ok? Alors, en termes de... Voilà, ce qu'on a l'habitude de faire pour ces recherches dichotomiques, toujours pareil, je vous rappelle, ce qu'on va renvoyer, c'est donc la position, l'indice de position de notre élément, si l'élément est présent, évidemment, et nos tableaux étant indicés par des valeurs positives, quand l'élément ne sera pas présent, on retournera donc un entier. Bon, par principe, on prend -1, puisque c'est le premier entier justement qui correspond à aucun indice du tableau. D'accord? Donc voilà ce qu'on a a priori. Donc ma donnée, c'est un tableau trié dans l'ordre croissant T de taille petite n. Alors évidemment, pour que l'algorithme fonctionne, il faut s'assurer quand même que le tableau soit trié. D'accord? Si le tableau n'est pas trié, notre algorithme évidemment est faux. Donc de taille petite n, et il me faut un élément x justement, et en sortie, enfin ce que je récupère, c'est donc l'indice i tel que t de i est égal à x, ou alors non trouvé, et par exemple justement on renvoie -1. Ok? Alors l'algorithme n'est pas très compliqué à exprimer, mais l'idée c'est de couper mon tableau en deux. Et en fait, de la même manière que dans le dictionnaire, quand je cherche justement un mot dans le dictionnaire, donc j'ouvre mon dictionnaire en deux, et je regarde si mon mot est avant ou si mon mot est après. D'accord? Donc si le mot est avant, eh ben, je vais rechercher à nouveau dans la première moitié. Si le mot est après, je vais chercher justement dans la deuxième moitié. D'accord? Donc voilà ce que c'est, en tout cas, sur le principe de l'algorithme. Hein. Donc on divise à chaque étape le tableau en deux, et par comparaison avec x, on recherche dans la moitié du tableau celle qui nous intéresse. D'accord? Donc j'écris évidemment ça sous forme fonctionnelle. Donc mes données, elles sont ici. J'ai donc besoin d'un tableau T. Alors ici, je ne peux pas justement, en algorithmique de manière générale, je ne peux pas justement assurer et préciser que ce tableau est trié. Donc on pourra utiliser, quand on fait de la programmation, justement des méthodes pour vérifier que le tableau est bien trié. Et donc un entier x. Alors ici je travaille avec des entiers parce que évidemment c'est plus simple d'un point de vue de l'algorithmique, mais il faut savoir que l'algorithme, vous pouvez changer entier ici par autre chose. Vous pouvez par exemple chercher un mot ou une chaîne de caractères, ça ne changera pas grand chose. Hein. Alors, pour pouvoir mener à bien justement ma recherche dichotomique, ce dont j'ai besoin, c'est en fait pour pouvoir rechercher à nouveau dans une autre moitié de mon algorithme, j'ai besoin justement de deux indices que je vais appeler min et max, qui sont justement les indices dans lesquels je dois rechercher mon élément. Si vous voulez, les indices entre eux, parmi lesquels je dois rechercher. Donc, étape d'initialisation. À la première étape, min vaut 0, c'est-à-dire le premier indice du tableau, et max vaut n-1, n étant la taille justement de mon tableau, n-1 c'est donc le dernier indice de mon tableau. Ok? Donc ça c'est a priori classique, justement, étape d'initialisation. La seule différence c'est qu'au fur et à mesure justement je vais modifier les valeurs de min et de max suivant dans quelle situation je me place. Alors, je vais faire une boucle tant que. Alors, c'est là où ça va devenir un tout petit peu intéressant dans cette partie. On va pas mal travailler justement sur cette boucle. Et alors, la recherche dichotomique, je vais donc continuer à chercher jusqu'à ce quoi? Jusqu'à ce que je n'ai
qu'une seule case. Si j'ai qu'une seule case, en réalité, ou même quand j'ai plus du tout de case, eh ben, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que min est égal à max. D'accord? Si min est égal à max, ça veut dire que l'indice minimum dans le tableau où je dois rechercher et l'indice maximum dans le tableau où je dois rechercher sont égaux, donc au final, j'ai plus qu'une seule case à vérifier. Bon. Alors, donc ça c'est ma condition justement de... ma condition, mon test de boucle pour pouvoir continuer justement à l'intérieur de cette boucle. Alors, allons-y. Donc je teste en fait, je vais calculer donc l'indice du milieu, donc de manière algorithmique, hein, je fais la... formule du milieu, je fais min plus max sur 2, c'est-à-dire la moyenne des deux extrêmes, hein. N'oubliez pas la formule, si vous voulez, que vous avez vue en classe de seconde pour calculer les coordonnées du milieu, c'est xa plus xb sur 2, yk plus yb sur 2. Ici, j'ai qu'une seule dimension, hein. Je fais min plus max sur 2. Seul petit problème, a priori, je peux obtenir quelque chose du type virgule 5, donc un indice virgule 5 dans mon tableau, ça ne marche pas. Je suis donc obligé de prendre la partie entière, justement, de cette quantité. Partie entière qu'on a déjà rencontrée, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début de l'année. Alors, au passage, petite remarque, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début d'année, en réalité, on a commencé par l'algorithmique, et en fait, vous voyez, on revient ici à l'algorithmique en fin d'année. Donc on a déjà vu cette partie entière. Ok, donc ça, j'ai l'indice, en fait, du milieu de mon tableau. Une fois que j'ai l'indice du milieu, je vais tester justement la valeur, est-ce que c'est égal à x, hein? Donc si t de milieu est égal à x, ça veut dire que j'ai trouvé mon élément, donc c'est parfait, donc je renvoie l'indice de ma valeur, à savoir milieu. Sinon, j'ai deux autres possibilités, soit je suis à gauche, soit je suis à droite. Donc il faut que je compare justement la valeur t de milieu par rapport à x, hein. Donc si t de milieu est strictement inférieur à x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x il est plus grand que la valeur considérée à cet endroit-là. Donc je vais devoir chercher dans la partie droite justement de mon tableau. Si je dois chercher dans la partie droite de mon tableau, ça veut dire que je vais affecter à min la valeur milieu plus 1. C'est-à-dire que, bon, j'ai déjà cherché à partir de milieu, je sais que ça n'est pas égal à x, donc je vais chercher dans toute la partie droite. Donc l'indice min passe à milieu plus 1, et l'indice max au passage ne bouge pas. Et dans l'autre cas, sinon, si je ne suis pas dans ce cas-là, ni dans ces deux cas-là, ça veut dire que t de milieu est strictement supérieur à x, ou alors x est strictement inférieur à t de milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon élément, je dois le chercher dans la partie gauche de mon tableau. Donc si je dois le chercher dans la partie gauche de mon tableau, cette fois-ci, c'est max qui va prendre pour valeur milieu moins 1. Donc je rappelle, hein, milieu ici, j'ai déjà testé, donc je cherche donc d'un indice strictement à gauche. Ok? Et je vais boucler justement ça jusqu'à ce que tant que min soit inférieur ou égal à max. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois, j'ai ce test ici, hein. Donc quand au dernier passage dans ma boucle, j'ai min est égal à max, je n'ai donc qu'une seule case de tableau. Il me reste donc plus qu'à... Oups, petite fausse manip. Je teste donc si je suis égal et je passe une dernière fois justement dans cette boucle. Si c'est égal, je retourne milieu. D'accord? Et si ça n'est pas égal, ça veut dire que j'ai épuisé l'intégralité de toutes les... Enfin, j'ai pas utilisé toutes les cases de mon tableau exactement, mais en tout cas, j'ai vraiment déroulé mon algorithme au maximum. Et si à la dernière étape, l'élément x n'est pas égal à t de milieu, ça veut dire que x n'est pas présent dans mon tableau. Donc, dernière instruction, si jamais je ne suis jamais passé par cette instruction retourner milieu, à la fin, je retourne moins 1. Sous-entendu, l'élément x n'est pas présent. Voilà, donc là j'ai peut-être été un tout petit peu rapide. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens d'expliquer au passage? Sous-entendu, est-ce que je suis obligé de dérouler l'algorithme sur un exemple, ou est-ce que c'est à peu près clair sur ce qui se passe et sur la manière dont j'ai écrit l'algorithme? Alors j'attends quelques réponses.
J'espère que les gens m'ont entendu. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai raconté? C'est clair? Ok, très bien. Alors je vais peut-être aller sonder mon petit curseur habituel à moitié compris, mais j'ai pas de questions. Oui, d'accord, ok. Si vous avez moitié compris, c'est dire qu'il faut que vous compreniez l'autre moitié, Bilal. Léonore, vous êtes mon curseur. Vous vous situez comment? Oui, alors oui, ça, ça me dit pas grand-chose. J'ai à peu près compris. Ok, bah, dans ces cas-là, de toute manière... Alors je comptais terminer le cours aujourd'hui. Il s'avère que je vais pas le terminer aujourd'hui. Je vais juste parler de cette recherche dichotomique, parce qu'en réalité, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et donc il me restera une séance jeudi, et théoriquement, à partir de jeudi, ça devrait être terminé. Enfin, terminé. Le cours, j'entends. Alors, excusez-moi, mais c'est un petit peu lent. Et ben, je vais réutiliser justement mes petits tableaux qu'on avait utilisés pour les tris. Et je vais dérouler l'algorithme sur un exemple. Allons-y. Donc, je modifierai le nom du fichier. Dans l'occurrence, il ne faudra pas qu'il s'appelle tri. Allons-y. Tac. J'étais en live. Très bien. Qu'est-ce que c'est que cette police? Donc, on va se prendre un petit tableau. Donc là, j'avais 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Et puis, on va se laisser un certain nombre d'étapes. Et puis voilà. Ok. Donc, allons-y. Il faut que je remplisse mon tableau. Alors, il faut que je le remplisse évidemment avec des entiers. Et il faut que ce soit trié dans l'ordre croissant. Donc, je vais mettre des entiers comme ceci. Tac. Ensuite 6. Alors je fais une répétition, c'est volontaire, hein, pour justement voir ce qui peut se passer à cet endroit-là. Je vais passer à 10, 11, 13, hop, et 15. Très bien, allons-y. Voilà pour cette chose-là. Et je vais vous demander, c'est vous qui allez me donner la valeur de x que je dois chercher à l'intérieur justement de mon tableau. Enfin, si j'y arrive. Voilà. Très bien. Allez, qui est-ce qui me donne? Donc vous ne voyez plus le tableau. Donnez-moi une valeur de x s'il vous plaît. Donc entre 1 et... Enfin bon, peu importe. Une valeur positive, ce serait déjà pas mal. Allez Léonore, donnez-moi une valeur de x s'il vous plaît. Désolé Maxime. Ok Léonore, donnez-moi une valeur de x à chercher s'il vous plaît. Enfin, allez tout le monde, donnez-moi une valeur de x. Le premier qui me donne une valeur a gagné. 2. Ok, c'est nul. Alors dollar Clément, je vais pas chercher dollar. 25, 5. Ok, 42, c'est bon. Allez, stop, on peut arrêter là, merci. Alors Clément, je vous laisse répondre. 6. Allez, bon, je vais prendre 6. Et de toute façon, je prendrai d'autres valeurs après, vous verrez. Alors, je sais plus ce que j'ai mis à l'intérieur. Ok, donc on va chercher 6 pour l'instant. D'accord?
Donc première réalisation, j'ai donc, alors ce que je vous propose de mettre en couleur, alors je sais pas si vous avez, alors attention, ce sera pas nécessairement ici, zut, c'est pas ce que je voulais faire, ce sera pas tout à fait la même chose que précédemment, mais je vais mettre de la couleur et je m'en resservirai après, ok? Donc première étape, ici, ce que je vais mettre en vert ici à l'intérieur justement de mon tableau, c'est les parties du tableau parmi lesquelles justement je dois chercher. Sous-entendu, ma première étape, mine vaut 0, hein, ça c'est l'indice 0, et ici c'est l'indice n-1. Ok? Donc je coupe en deux. J'ai 10 divisé par 2. 10 divisé par 2, Léonore, ça me fait combien? Attention, c'est dur. Ça me fait 5. Donc ici, milieu vaut exactement partie entière de 5, c'est-à-dire 5. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc ici, voilà quelle est la valeur correspondant à milieu, que je vais mettre peut-être, qu'est-ce que je peux mettre comme couleur? Un petit bleu pour dire que justement c'est la valeur centrale, et c'est celle-ci que je dois comparer avec mon élément X. Hein. D'accord? Donc dans mon, hop, ici, hein, là je viens de réaliser cette étape-là. J'ai fait donc min plus max sur 2, donc j'avais 0 plus 10, ça fait 5, ça fait 10, pardon. Divisé par 2, ça fait 5, la partie entière de 5, ça fait 5. Donc je teste justement, est-ce que c'est égal à mon élément? Ok? Et on va regarder justement le nombre d'étapes, sous-entendu après la complexité. Est-ce que 7 c'est égal à 6? La réponse est non. D'accord? Donc ça n'est pas égal. Donc je dois aller traiter ces deux cas-là. Hein? Donc si t de milieu est strictement inférieur à x, allons-y. Moi t de milieu ça vaut 7, mon élément c'est x, donc t de milieu il est strictement supérieur à x. Donc je ne suis pas dans ce cas-là, je suis plutôt dans ce cas-là. À savoir que dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire max prend pour valeur milieu moins 1. Alors, je vérifie sur mon tableau. Donc, min, c'était 0. Max, c'était là-bas. Ça veut dire quoi? Max va prendre pour valeur milieu moins 1. Donc, milieu, c'était cet indice-là. Milieu moins 1, c'est donc cet indice-là. Donc, en réalité, ce que je dois faire à l'étape suivante, c'est donc rechercher mon élément parmi toutes ces cases-là. On est d'accord? Hop, c'est pas ce que je voulais faire une fois de plus. Ce que je veux mettre, c'est toutes ces cases-là en verte. Est-ce qu'on est d'accord à cette étape-là? Ce qui est cohérent, hein, parce que 6, évidemment, alors n'oubliez pas, moi je déroule mon algorithme, c'est-à-dire que je l'applique bêtement, mais n'oubliez pas quand même que c'est quand même logique, hein, 6, hein, et il est bien dans la partie gauche, donc c'est dans la partie gauche justement que je dois chercher mon élément. Et je continue, bah, je recalcule, est-ce que, alors min ça vaut 0, max ici ça vaut 0, 1, 2, 3, 4, est-ce que c'est égal, est-ce que c'est inférieur ou égal? Oui, donc je continue. Qu'est-ce qui se passe? On n'entend rien, monsieur. Ok, j'ai un problème de son. Pourtant, on entendait bien avant. J'ai pas appuyé. Ça y est, c'est revenu, je crois, j'ai l'impression. Authentification en cours. Ouais, il y a tout qu'à sauter, le stream aussi. Je reviens. Bon, j'ai tout qui s'est déconnecté. Voilà, ça y est, vous m'entendez? Oula, boum, bloum, bloum, bloum. Ça y est, c'est revenu. Bon, c'est un peu bourriné là. Pas facile, facile quand même, hein? Ok. Donc j'ai relancé un stream. Ça y est. Donc a priori 19. Vous m'entendez encore? Alors en fait je vais fermer Pronote parce que
Pronote, il essaye de se reconnecter régulièrement. Ça prend de la bande passante pour rien. Ça fait ramer l'ordinateur pour rien. Voilà, ça devrait aller mieux. Enfin, j'espère que ça devrait aller mieux. Donc j'étais en train d'expliquer, je ne sais pas à quel moment ça a coupé, donc je répète, hein, je vais reprendre une deuxième fois, tant pis, c'est pas grave. Donc j'avais mon tableau tout entier, j'ai calculé l'indice du milieu, donc ça me donnait exactement cette valeur-là. Très bien, donc j'ai comparé mon élément X avec T de milieu, il s'avère que ça n'est pas égal, donc ça veut dire que pour l'instant je n'ai pas encore trouvé justement mon élément. Et comme T de milieu est strictement supérieur à X, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois chercher justement dans la partie gauche de mon tableau, donc sur mon algorithme, je suis à cet endroit-là, c'est-à-dire que max prend pour valeur milieu moins 1. Donc sur mon tableau, ça veut dire que ça c'est l'indice de milieu, donc je dois rechercher justement entre le tout début et cet indice-là. Est-ce qu'on est d'accord à cet endroit-là? Ça coupe toujours. Bah, théoriquement là, moi le stream il y est encore et ma voix... Ok, voilà, donc bon, je filme pendant ce temps-là, je répète, hein, donc si moi ça coupe effectivement, il faut que je relance, mais vous réécouterez la vidéo correctement. Ok, c'est bon. Donc, est-ce que donc min vaut 0 ici, max vaut 0, 1, 2, 3, 4. Donc 0 c'est bien inférieur ou égal à 4. Je continue. 0 plus 4 divisé par 2, ça fait donc ça fait 4 divisé par 2, ça fait donc 2. 0, 1, 2. Donc ma valeur ici correspondant ma valeur d'indice milieu, c'est donc celle-ci. Allons-y. Est-ce que 2 c'est égal à 6? Non, ça n'est pas égal à 6, donc je ne renvoie toujours rien. Mais je vais comparer donc cette valeur t de milieu à mon élément x1. Donc dans mon... Hop. Est-ce que t de milieu est strictement inférieur à x? Alors je pourrais peut-être essayer, tiens, si j'étais un peu malin, d'ailleurs, je ferai les choses comme ça, ce serait un petit peu plus intelligent. Hop. Voilà. Donc, je suis t de milieu, C2, X, ça vaut 6. Donc ça, c'est bien strictement inférieur. Donc cette fois-ci, c'est min qui prend pour valeur milieu plus 1. Donc min était à 0, milieu c'est ici. Donc min va prendre pour valeur ici 0, 1, 0, 1, 2, 3. Donc ça veut dire qu'à l'étape suivante, je dois chercher dans ce tableau-là, que je vais mettre en vert. En vert, pas celui-ci, c'est envers celui-là. Voilà, donc vous voyez que petit à petit, je coupe en deux systématiquement mon tableau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même extrêmement rapide. Ok, donc il me reste ici min vaut 0, 1, 2, 3, max vaut 4. Est-ce que min est inférieur ou égal à max? Oui, c'est toujours le cas. Donc je vais toujours calculer milieu qui vaut partie entière de min plus max sur 2. Donc 3 plus 4, ça fait 7, divisé par 2, ça fait 3,5. Je prends la partie entière, ça vaut donc 3. 3, 0, 1, 2, 3. Donc attention, ici, c'est cette case-là qui correspond à milieu. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, bah oui, je vois bien qu'il y a des coupures, ça revient. Vous m'entendez à nouveau? Voilà. Oui, je filme, donc je continue. Hein. Merci Ryan. Donc j'étais ma dernière étape, allons-y, on en est à cet endroit-là. Donc milieu, c'est cette chose-là.
non, milieu, c'est l'indice de cette case-là. Donc t de milieu, est-ce que c'est égal à x? La réponse est non, donc je ne renvoie toujours rien. Je continue, justement. Donc, comme t de milieu est strictement inférieur à x, c'est-à-dire que je suis dans cette situation-là, min va prendre pour valeur milieu plus 1, donc min va prendre pour valeur 4, et max vaut toujours 4. Ok, donc c'est-à-dire que je dois maintenant chercher dans ce tableau qui a une seule case hein, et qui correspond à 6. Tac, j'en suis là. Donc min vaut 4, max vaut 4. Est-ce que c'est inférieur ou égal? La réponse est oui. Donc je dois calculer la partie entière de 4 plus 4, ça fait 8 divisé par 2, ça vaut 4. Donc milieu vaut 4. Donc en fait, cette case-là, elle passe en bleu. Je teste, est-ce que milieu est égal à 6? La réponse est oui. Donc à cet endroit-là, je sors de la boucle parce que je renvoie justement 4. D'accord? Donc on a ici en sortie 4. Correspondant justement à l'indice de mon élément. Donc là, j'ai déroulé évidemment l'algorithme avec une valeur qui est présente justement dans mon tableau. Alors désolé, ça va être un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Vous m'avez proposé tout à l'heure, je crois qu'on m'avait proposé 45. Donc 45, c'est bon. Alors, je vais peut-être pas prendre 45, je vais prendre plutôt un élément qui est à l'intérieur. On va situer par là. Hein, je vais aller chercher 12. D'accord? Donc même chose pour x est égal à 12. Parce qu'en fait, il faut traiter les deux cas d'un point de vue de la rigueur. Il faut traiter le cas où justement l'élément est présent. Et il faut traiter le cas où l'élément n'est pas présent. D'accord? Donc je vais copier le même tableau. Au passage, vous notez que j'ai fait 1, 2, 3 en 4 étapes. La taille valait 10. Hein. En 4 étapes, j'ai répondu à la question. Hop, donc cette fois-ci, alors, je vais peut-être je vais peut-être moins faire référence justement à ce qui se passe à chaque fois dans l'algorithme, puisque, bon, a priori, je l'ai déjà déroulé une fois, mais voilà, très bien. Donc, hop, j'efface tout ça. Allons-y. Donc, première étape, je dois chercher dans l'intégralité, justement, de mon tableau. À savoir, min vaut 0, et ici, max vaut n-1, c'est-à-dire la taille moins 1, c'est-à-dire 9. Ok? Puisque j'ai 10 cases. Donc, allons-y. 0 plus 9, ça fait... Ah ben d'ailleurs, je réfléchis à quelque chose. Je me suis peut-être trompé là, du coup. Hein. Parce que si ça vaut n-1, ça faisait 9 plus 2, ça faisait 4,5. Donc a priori, le milieu, c'était ici. Hein. Donc je me suis trompé de une case à cet endroit-là. Bon, c'est pas très très grave d'un point de vue de la compréhension de l'algorithme. Mais d'un point de vue de la rigueur, c'est quand même un peu un problème dans ce que je viens de raconter. Donc je reviens, ici je recommence à 0, je ne vais pas me tromper cette fois-ci. L'indice maximum c'est donc 9 puisque j'ai 10 cases. 9 plus 0 ça fait donc 9 divisé par 2, 4,5. Je prends la partie entière, ça fait 4. Donc ça fait 0, 1, 2, 3 et 4. Oui voilà c'est bien ça. Et ici j'avais une erreur, c'était cet élément-là qui constituait milieu. Alors, c'est pas très très grave d'un point de vue de l'algorithme, parce qu'au lieu de prendre la partie entière, si vous voulez, de la partie entière en maths, c'est-à-dire la partie en dessous, on pourrait prendre l'entier juste au-dessus, et ça marche de la même manière. Allons-y. Donc je déroule un tout petit peu plus rapidement cette fois-ci. Est-ce que 6 est égal à 12? La réponse est non. Donc je compare t de milieu avec mon élément. T de milieu c'est plus petit que 12. Donc ça veut dire que 12 est plus grand que celui-ci. Donc ça veut dire que je dois chercher dans la partie droite. Hein. Donc ici, je vais donc chercher dans ces éléments-là. Ok. Hop, je vais donc passer tout ça ici en vert. Allons-y.
Je ne recopie pas le reste d'ailleurs, hein, parce que ça n'est pas nécessaire. En toute rigueur, je pourrais recopier exactement les éléments qui sont au-dessus. Ce serait un petit peu plus rigoureux. Ok? Donc je continue. Donc ici je suis à 0, 1, 2, 3, 4, 5 pour min et 9 pour max. 5 et 9, ça me fait 14 divisé par 2, ça fait 7. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est cette case-là qui constitue milieu. D'accord? Donc je teste, est-ce que le milieu est égal à mon élément? Ça n'est pas le cas. X est plus grand justement que ma case T de milieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à nouveau je dois chercher à droite de ces deux éléments. Donc je continue cette chose là. Donc max vaut 9 et min vaut exactement 8. 8 plus 9, ça me fait donc là je suis en vert, pardon. 8 plus 9, ça fait 17. 17 divisé par 2, ça fait 8,5. La partie entière, ça vaut donc 8. Donc c'est cette case-là qui va constituer, c'est celle-là qui est d'indice milieu. Je compare T de milieu justement avec mon élément. T de milieu est plus grand que mon élément, ou alors mon élément est plus petit que T de milieu. Donc je dois chercher en fait dans la partie gauche. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est max qui vaut milieu moins 1. Mais à ce moment-là, min, il vaut 8 et max, il vaut 7. Donc ça veut dire que par rapport à mon algorithme, je sors justement parce que cette condition n'est plus respectée. Techniquement, j'ai max qui est strictement inférieur à min à cet endroit-là. Donc je sors de la boucle et ici, je renvoie, j'arrive à cet endroit-là, je renvoie moins 1. Ok? Bon, alors ça ne constitue pas évidemment la correction de l'algorithme, à savoir que l'algorithme correspond bien à ce qui nous intéresse. Voilà. Tac, j'ai supprimé ça pour obtenir une page. Donc je mettrai en forme toute cette chose-là et au final je vais l'intégrer du coup à l'intérieur du cours. Ce sera pas plus mal. Mais il y a déjà énormément de choses qui se passent. Déjà, ça permet de comprendre le principe de dichotomie. Hein. C'est exactement la même chose que chercher un mot dans le dictionnaire. Ça permet de dérouler l'algorithme et de voir exactement ce qui se passe au fur et à mesure. Mais ce qui est encore beaucoup plus intéressant, c'est de voir l'efficacité justement de cet algorithme. Donc ici, pour chercher 6, j'avais donc 1, 2, 3, 4 étapes. Ici, pour chercher 12, j'ai eu 1, 2, 3 étapes. Ok ? Donc c'est quand même globalement très efficace. Et ce qui est intéressant, en plus de parler de dichotomie, qui est une grande classe, on va dire, d'algorithmes, ça permet justement d'avoir un algorithme qui est dans une classe de complexité qu'on n'avait pas encore rencontrée. Donc ce que je vous propose de faire justement pour la suite, c'est d'aller travailler sur cette complexité. Et malheureusement, alors vous pouvez voir justement que voilà pourquoi les raisons des problèmes de lag. Alors, pour calculer la complexité, alors ce que j'ai expliqué, c'est que la complexité est un petit peu délicate à exprimer en première. Alors, pourquoi c'est délicat à expliquer en première? D'ailleurs, je vais être un petit peu... on va dire, je vais me concentrer sur la partie délicate et puis pas sur ce qu'on a déjà vu, sur le calcul, on va dire, rigoureux et formel de la complexité. Alors, pourquoi c'est un petit peu délicat? Parce que du coup, je vais devoir utiliser des notions mathématiques que vous ne connaissez pas vraiment encore. Voilà, donc je vais partir un tout petit peu dans un cours de maths. Alors, on va quand même expliciter justement cette complexité. Alors la question principale, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est exactement ce qui nous intéresse de l'autre côté, c'est quel est le nombre d'étapes, justement, dans la boucle tant que. À savoir, combien de fois je vais passer dans cette boucle tant que. Et alors, on peut le formaliser un petit peu plus rigoureusement, à savoir, au bout de combien d'étapes, quand je coupe en deux un tableau,
Hein, je coupe en deux, je coupe en deux, je coupe en deux, je coupe en deux. Quel est le nombre d'étapes nécessaires pour qu'il n'y ait plus qu'une seule case? D'accord? Correspondant à la dernière étape, justement, ou le dernier passage dans ma boucle. Hein. Parce que ici, je répète, hein, a priori, au dernier passage dans la boucle, vous avez min qui est égal à max. Alors, ou à l'avant-dernier, enfin, c'est pas toujours. Voilà, mais au pire des cas, le dernier passage min vaut max. Et dans ce cas-là, il ne me reste plus qu'une seule case, justement, à traiter. Alors quand j'ai déroulé, vous voyez ici j'avais 2 cases à traiter et je suis passé directement à 0 case à traiter. Mais on va dire que vraiment dans le pire des cas, le dernier passage correspond à min est égal à max, donc il me reste plus qu'une seule case. Ok? Donc je ne vais pas exprimer la complexité directement, mais ce qui va m'intéresser c'est justement cette question-là, à savoir quand j'ai un tableau de taille petit n, quel est le nombre d'étapes nécessaires pour obtenir une case, un tableau à une seule case. Donc la question principale, c'est ce que j'écris ici, est de déterminer le nombre de passages dans la boucle, tant que dans le pire des cas. Alors vraiment dans le pire des cas, l'élément x n'est pas dans le tableau. Alors quand je dis ça, il faut, c'est un tout petit peu... Enfin, c'est un peu en contradiction avec ce que je viens justement d'expliciter ici. Hein, parce que vous voyez que ici, 12 n'était pas dans le tableau, et pourtant ça m'a pris moins de temps que quand x était égal à 6, qui était à l'intérieur du tableau. D'accord? Bon, ça change pas trop ce que je vais raconter après, c'est pas trop le problème, mais ici j'ai une petite zone d'ombre, j'y réfléchirai un tout petit peu plus tard. Alors, je reviens à ça. Donc, ça nous revient à déterminer le nombre de divisions par 2 nécessaires pour obtenir un tableau à une seule case à partir d'un tableau de taille petit n. Ok? Et c'est ça qui va m'intéresser. Et en réalité, ça s'écrit très facilement d'un point de vue des maths, à savoir que ce que je cherche à résoudre, alors si je note k le nombre d'étapes justement nécessaires, ce que je veux, c'est que n, c'est la taille de mon tableau, divisé par 2 puissance 4. Donc quand je divise par 2 une fois, quand je divise par 2 deux fois, j'ai divisé donc par 2 puissance 2. Ensuite 3 fois c'est 2 puissance 3. Et donc si j'ai k étapes, je divise par 2 puissance k. Et ce que je veux, c'est que cette quantité, c'est-à-dire la taille de mon tableau, soit inférieure ou égale à 1. Ok? 1 étant la taille justement d'un tableau à une case. K étant le nombre d'étapes. Alors rechercher, ici c'est plutôt comme ceci d'un point de vue, parce que c'est le nombre qui est recherché. Alors le seul problème, c'est que vous ne savez pas trop résoudre justement cette inéquation en K, parce que c'est K qui m'intéresse, d'un point de vue des maths. Alors je sais pas, je vais quand même faire un petit... parallèle avec votre cours de maths pour ceux qui l'ont eu, il faut penser justement ici aux suites géométriques. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'une suite géométrique, s'il vous plaît, là, rapidement? Je vais vous faire réviser vos maths en même temps. Si vous m'entendez, hein. Est-ce que vous m'entendez? Qu'est-ce qu'une suite géométrique? Ouais, on m'entend, mais j'ai pas beaucoup de réponses hein, sur les sites géométriques. Hein. Alors là, je vais aller vous sonder, parce que n'ayant pas fait le programme de SP Maths cette année, en première, et... bon, ceci dit, je connais le cours, hein, c'est pas trop un problème, mais... N'étant pas enseignant en plus... UN plus 1 est égal à Q fois UN, très bien, ok, c'est pas tout à fait bien noté, mais bon, je m'en contenterai. Il vaut mieux écrire la notation fonctionnelle, justement, de Timothée, tant qu'à faire. Les cours de maths sont durs. Eh ben oui, Léonore, mais vous savez que faire des maths et faire de l'algorithmique, en réalité, il n'y a pas vraiment de frontières là. Hein. Je suis désolé de dire ça. Hein.
C'est bien pour ça qu'on conseille justement de prendre la spécialité maths au moins en première pour les élèves qui veulent suivre et faire un SI et faire de l'informatique plus tard. Donc Timothée, ok, vous m'avez donné les définitions, c'est pas tout à fait... Alors c'est bien de connaître la définition, je dis pas le contraire. En fait, une suite géométrique, Léonore, c'est pas très... En plus, c'est des choses qui sont simples, et vous voyez, on en a besoin. Il faut comprendre que tout ce qu'on vous fait travailler justement dans le cours de maths, en fait, ça sert. Et puis là, ça va nous servir très concrètement. Et même pire, Léonore, moi je vais faire des maths là, de choses que vous n'avez pas encore vues en première. Bon, c'est pas grave, on en a besoin. C'est le cas en physique, c'est le cas en SVT, c'est le cas en SI. Il y a toujours des notions dont on a besoin et qui ne sont pas tout à fait au programme de l'année en question. Donc ce que je vais raconter, vous le verrez l'année prochaine. Bon, donc c'est moi qui vais parler. Une suite géométrique, c'est tout simplement une suite pour calculer les termes, en fait, pour passer d'un terme au suivant, je multiplie toujours par la même constante. Ici, c'est exactement le même principe, parce que quand je fais une dichotomie, je divise en deux. Diviser en deux, c'est donc multiplier par 1/2. Et alors, il y a beaucoup de parallèles à faire, justement, avec ce que vous avez pu voir sur le cours de maths. Donc, quand je divise par 2, c'est multiplié par 1/2. J'ai donc une suite géométrique de raison 1/2, et il s'avère que quel que soit le terme initial de cette suite, vous avez vu un tout petit peu justement cette notion de limite, on l'a vu également, et ben quand k devient grand ou quand n devient grand pour la suite, ça tend vers 0, c'est-à-dire que ça va se rapprocher, ça va devenir de plus en plus petit. Je veux prendre un exemple très simple, vous prenez une pizza, vous la coupez en deux, ok d'accord, vous avez une moitié, vous prenez la moitié, vous la recoupez en deux, vous avez un quart, vous recoupez en deux, vous avez un huitième, vous recoupez en deux, vous avez un 16e, etc. etc. Il s'avère que cette progression, il y a des liens à faire avec ce que vous connaissez, vous par contre en première, à savoir la fonction exponentielle, et justement la croissance de cette suite géométrique, ou là notre décroissance pour nous, puisqu'on divise par 2, est très 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 rapide. Alors, pour continuer justement à faire des liens avec le cours de maths, un autre exemple justement de cette croissance, si vous voulez, exponentielle d'une suite géométrique de facteur 2, ou 1/2, peu importe, la division cellulaire, c'est exactement le même principe. Quand vous avez été conçu au tout début, vous n'étiez qu'une seule cellule. Très rapidement, chaque cellule se divise en deux, et se divise en deux, se divise en deux. Donc vous voyez, divisé en deux, c'est le nombre de cellules qui est multiplié par 2, etc. etc. Et très rapidement, vous devenez un être très très complexe. Et aujourd'hui, je ne sais plus quel est le nombre de cellules exactement que vous avez dans votre corps, mais c'est quand même très 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 grand. Ok, et ça se fait quand même très rapidement. Bon, parenthèse terminée. Ok, alors justement, ce qui nous intéresse, c'est quand je divise par 2 successivement à l'intérieur, nous, de notre tableau, à partir de quel moment la taille est inférieure ou égale à 1. Donc c'est n divisé par 2 puissance k inférieur ou égal à 1. Je ne sais pas résoudre ce type d'inéquation, donc en général, dans un cours de maths, ce qu'on fait faire aux élèves, c'est qu'on utilise le tableur de la calculatrice. Et moi, je vous propose justement de le faire, alors pas sur le tableur de la calculatrice, mais avec le tableur que j'ai, le tableur global. Donc je vous cache la formule ici, mais je vous ai donné quelques valeurs numériques justement de cette valeur k par rapport à la taille de ma donnée n. Regardez ici, ce qu'on a vu expérimentalement. Alors évidemment, attention, moi je me place dans le pire des cas. Si la taille du tableau vaut 10, le nombre d'étapes nécessaires, c'est 3,3. Alors évidemment, 3,3 n'étant pas un entier, ici, le nombre maximum justement d'étapes, c'est donc 4. D'accord ? Puisqu'il faut que ce soit un nombre entier justement d'étapes. Donc sur mon tableau de tout à l'heure, vous voyez que ici, cette situation-là, c'était exactement la situation la plus compliquée. Enfin, voilà, j'ai 4 étapes, je ne peux pas faire plus. D'accord ? Quoi qu'il arrive, mon algorithme ne fera pas plus que 4 étapes, ce qui est quand même très intéressant.
Et je continue avec d'autres données numériques. Donc pour 50, vous voyez, ça me fait 5,6, donc au maximum 6 étapes. Si la taille de mon tableau vaut 100, il m'en faudra 7 au maximum. 500, ça m'en fera 9. Si j'ai un tableau de taille 1000, il me faudra 10 étapes maximum. 5000, 12 000, etc. 10 000, ça me fait à peu près 14 étapes. 50 000, là, vous voyez, ça c'est à peu près le nombre de mots dans un dictionnaire. Donc si j'applique cet algorithme dans un dictionnaire, il me faudra au maximum 16 étapes pour trouver le mot dans mon dictionnaire. Je répète ce que je dis à tous les groupes d'informatique que j'ai ou même dans mon cours de maths, parce que quand je dois parler de dichotomie, c'est l'exemple que j'utilise. Si la complexité justement de cet algorithme était autre chose que celle qu'elle est, le dictionnaire n'aurait aucune utilité. Si j'ai un algorithme linéaire, vous voyez, il faudrait que, si j'ai 50 000 mots dans le dictionnaire, il me faudrait donc 50 000 étapes pour, dans le pire des cas, pour obtenir mon élément. Ce qui évidemment n'a absolument aucun intérêt. Hein. Donc vous voyez, ça c'est vraiment en appliquant rigoureusement l'algorithme de dichotomie, de recherche dichotomique dans un tableau trié. 16 étapes. Hein. Quand on cherche un mot dans un dictionnaire, il y a un moment où on passe à un autre type d'algorithme. Vous voyez, on fait un mélange des deux. D'abord, on fait par dichotomie, et puis après, vu qu'il y a plusieurs mots sur une page, on fait une recherche qui est cette fois-ci séquentielle. Okay, donc en fait, quand on cherche un mot dans le dictionnaire, techniquement, on utilise un petit peu les deux algorithmes de recherche que nous avons vus. Voyez, puis je continue ici à 500 000. Pour 500 000, j'ai 19 étapes. Donc ça, c'est absolument génial en termes de complexité, parce que quand la taille de ma donnée grandit, alors le nombre d'étapes augmente, d'accord, mais il augmente quand même de manière très très faible. Alors je vous ai représenté justement le nuage de points. Alors le fait d'avoir les points reliés, c'est Excel, pour pas le citer, qui me fait ça automatiquement. Évidemment ça n'a pas beaucoup de sens, hein, mais l'idée c'est d'aller voir quelle est la forme de la courbe représentative justement de cette fonction, que vous ne connaissez pas. Et voyez que au début ça croît évidemment beaucoup, mais très rapidement en fait on a une croissance qui est vraiment très faible. C'est-à-dire que quand j'augmente la taille de ma donnée, si vous voulez, le nombre d'étapes nécessaires en plus à ajouter est quand même assez faible. Donc ça c'est quand même très intéressant en termes d'algorithmique et de complexité. Et dernier graphique que je vous ai noté, que je vous ai donné, alors évidemment je vais introduire cette notation-là, hein, c'est un logarithme que vous ne connaissez pas, mais bon, c'est juste pour savoir que ça existe, et d'ailleurs j'avais parlé justement de ces classes d'algorithmes qui étaient logarithmiques, voilà, c'est le premier justement que nous rencontrons. Alors, sur ce graphique, l'idée, c'est d'aller comparer justement les complexités par rapport aux autres complexités que nous avons déjà rencontrées. Donc là, quand je fais y est égal à x, c'est juste hein, les classes d'algorithmes linéaires. Alors évidemment, j'ai un coefficient 1 ici et l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Mais bon, peu importe, hein, c'est des représentations de... Enfin, toutes les représentations graphiques sont des droites. Ici, on a vu des algorithmes qui étaient quadratiques, c'est-à-dire qui étaient proportionnels, enfin c'était de l'ordre de n carré, donc là je vous ai représenté la courbe de la fonction carré, et donc ici notre courbe de cette fameuse fonction logarithme ici en base 2, donc ça s'écrit log 2 de x, voyez que en termes d'efficacité, à quel point justement ces algorithmes sont intéressants. Vous voyez, parce que ici ça croît linéairement, ici on a une croissance qui est très faible en fonction de la donnée. Donc ça, ce sont des maths, vous travaillerez justement sur ça sûrement l'année prochaine, mais en dehors de la vision mathématique, ça, d'un point de vue de la complexité des algorithmes, cette courbe en vert, vous voyez, j'aurais dû mettre le rouge d'ailleurs sur y est égal à x carré, cette courbe en vert, c'est absolument l'idéal en termes de complexité.
Alors, on arrive à une dernière notion d'ailleurs que je ne précise pas à l'intérieur du cours, mais qui est la question de l'optimalité de l'algorithme. Question, c'est qu'on a un algorithme dont la complexité est logarithmique. Est-ce qu'on pourrait être en dessous, justement? Est-ce qu'on pourrait avoir un algorithme dont la courbe de complexité soit en dessous? Il s'avère que la réponse est pour notre recherche, la réponse est non. Alors il faudra le démontrer parce que c'est quand même quelque chose de compliqué. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'algorithme de recherche dichotomique est un algorithme optimal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire mieux, en gros, c'est ça, en termes de complexité. Ok, alors je termine avec ce que je suis en train de raconter. Donc on note justement que K par rapport à N, j'aimerais bien justement avoir une expression sous forme de fonction. Alors je vous introduis ça sous forme de notation. Ça se note log indice 2, donc ça veut dire que c'est un logarithme binaire de N. Vous rencontrerez en chimie et en physique quand vous faites de l'acoustique, et en chimie c'est quand vous faites du pH, vous l'avez peut-être fait cette année, ces courbes logarithmiques. Au passage, juste pour faire un petit lien avec l'actualité, on a eu quelques... Comment dire, il y a eu quelques articles ces derniers temps justement sur nos chers hommes politiques, enfin voilà, peu importe, mais qui avaient des difficultés justement à lire des courbes, et les courbes étaient représentées, au lieu d'avoir une échelle ici standard, on avait une échelle logarithmique également. Donc logarithmique en base 10 cette fois-ci, mais bon, peu importe. Tout ça pour dire que c'est des notions qui sont quand même un peu omniprésentes et vous allez les rencontrer assez souvent. Donc dans les autres manières, quand on fait de la chimie et de la physique, c'est du logarithme en base 10. Nous, sans... comment dire, ça n'a rien d'extraordinaire, mais en informatique, c'est du log en base 2 qui nous intéresse. Et ça se lit donc logarithme en base 2 de n. Ok. Alors ça, c'est donc le nombre de passages dans la boucle. Alors évidemment, il faut multiplier parce que ici j'ai une opération, j'ai une deuxième opération, la partie entière c'est encore une opération, une affectation, etc., etc. Mais en fait, si vous voulez, à l'intérieur de cet algorithme, la partie compliquée, c'est vraiment d'estimer le nombre de passages dans la boucle. Donc je ne fais pas le détail des calculs exactement, mais la complexité de cet algorithme, c'est donc un algorithme logarithmique de la taille n du tableau, ce qui est absolument optimal pour la recherche. Ok? Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à entendre tout ce que j'ai raconté, mais sur ce que j'ai raconté, est-ce qu'il y a des questions justement sur ces questions de maths là? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, Bilal? Parce que si vous n'avez pas compris certaines choses, il faut que ce soit clair. J'aimerais bien avoir un feedback des autres également. La courbe et les valeurs. Alors, évidemment, hein, ce qui se passe, alors c'est moi qui l'ai utilisé. En fait, j'ai utilisé une formule dans GeoGebra, hein, qui est log2, peu importe. La courbe et les valeurs. Alors, je vais plutôt reprendre en fait mon petit tableau. Ici, quand mon tableau, qu'est-ce que raconte ce tableau? Ça veut dire que quand la taille de mon tableau vaut 10, il me faudra a priori 3,32. Je fais 3,32 passages dans ma boucle. Si vous voulez, je résous à chaque fois cette inéquation-là, hein. Vous pouvez le faire, hein, tester à la main. Je prends n qui vaut 10, donc 10 divisé par 2, bah, ça fait 5, c'est pas plus petit que 1. 10 divisé par 4, ça fait 2,5, c'est pas plus petit que 1. 10 divisé par 8, 10 divisé par 8, c'est toujours pas plus petit que 1, que je dise pas de bêtises, non. 10 divisé par 8, c'est toujours pas plus petit que 1, que je dise pas de bêtises, non. 10 divisé par 4, ça fait 2,5, c'est pas plus petit que 1. 10 divisé par 8, c'est toujours pas plus petit que 1, que je dise pas de bêtises, non. 10 divisé par 1, que je dise pas de bêtises, non. 10 divisé par 8, c'est toujours pas plus petit que 1, que je dise pas de bêtises, non. 10 divisé par 10 divisé par
j'étais 8 et il faut que je divise par 16. 10 divisé par 16, ça c'est bon, c'est plus petit que 1. Ok? Donc ici, en 4 étapes, je sais que mon algorithme de recherche dichotomique me donnera la réponse quand mon tableau vaut 10. Ok Bilal sur ça? D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu ici concrètement, hein, je répète. Alors, on l'a vu concrètement, on n'a fait que 2 exemples, il faudrait en faire plus, et puis il faudrait surtout démontrer cette chose-là, pour s'en rendre compte expérimentalement. Mais vous voyez, ici, j'ai fait 4 étapes, j'ai obtenu le résultat. Et ici, j'ai fait 3 étapes, j'ai obtenu le résultat. Ok? Et après, même chose, ben, j'augmente la taille de ma donnée. Si mon tableau vaut 5, il y a 50 valeurs, alors là je ne le déroule pas, mais faites-moi confiance, il me faudra 5,64 étapes. C'est-à-dire que vu que j'ai un nombre d'étapes, il faut que ce soit un entier, il m'en faudra 6. Si mon tableau vaut à 50 valeurs, en 6 étapes maximum, j'obtiendrai le résultat. Est-ce que mon élément est présent ou pas? Je continue, hein, quand mon tableau vaut 100, ici c'est le nombre d'étapes nécessaires. Donc évidemment il faut que ce soit un entier, j'en aurai donc 7. Ok? Etc. etc. Et j'arrive du coup, quand ma taille de me données est très grande, 500 000. 500 000, et ben, il me faudra au maximum 19 étapes. C'est-à-dire que ça, quand c'est un ordinateur qui réalise justement cet algorithme, ça va être absolument hyper efficace, d'accord? Et je pourrais augmenter la taille de ma donnée, c'est ce que vous ferez à la fin des 2 heures, mais bon là pour l'instant au final je crois que ça va plutôt être pour jeudi, mais bon on verra. Vous pourrez augmenter la taille de votre tableau sans trop de problèmes, hein, je veux dire l'algorithme il vous donnera le résultat en un temps très très court. On est d'accord sur ça Bilal? Et ça c'est très intéressant parce que même quand je vais traiter des grosses données, je vais vous donner, alors n'oubliez pas qu'on est à l'ère du big data, hein, si je prends les serveurs Google qui ont justement... Alors prenons un exemple concret. Hein. Voilà, je suis un gros site, tiens, je m'appelle Discord au hasard. Je ne respecte pas trop d'ailleurs les données personnelles des utilisateurs, parce que voilà, je suis un logiciel considéré comme logiciel espion. Et tous mes participants, justement, ils s'inscrivent avec une adresse email. D'accord? C'est là justement où ça pose problème pour vous, pour le cadre de l'école, c'est que justement vous inscrivez avec une adresse email. Bon, peu importe, j'ai donc justement tous mes utilisateurs, alors les utilisateurs de Discord, je ne sais pas combien c'est aujourd'hui, mais c'est quand même au moins plusieurs millions, ça c'est pas un problème, je peux y aller de manière sûre, donc j'ai donc plusieurs millions justement d'utilisateurs. Alors, mettons que, voilà, j'essaye de me reconnecter, je vous dis ça parce que c'est la situation qui m'est arrivée hier, alors pas pour Discord, mais pour une autre plateforme. J'essaye de me reconnecter et j'ai oublié, justement, j'ai oublié mon mot de passe, c'est situation classique. Hein. Donc, il y a un petit formulaire qui s'affiche, le petit formulaire qui me propose de me redonner de me donner un mot de passe temporaire sous réserve que je donne mon adresse email. Donc je rentre mon adresse email. Que va faire justement le site Discord? La première chose qu'il va faire, c'est d'aller vérifier justement que cette adresse email fait bien partie de sa liste d'utilisateurs. Donc c'est ce moment-là qui m'intéresse. Ce moment-là, vous donnez donc une chaîne de caractères qui est votre adresse email. Ce que doit faire Discord, justement, c'est d'aller voir à l'intérieur de sa liste d'utilisateurs, est-ce que vous en faites partie ou pas. Donc il doit aller rechercher dans un tableau qui fait plusieurs millions qui a une taille qui fait plusieurs millions, il doit aller rechercher si un élément est à l'intérieur justement de ce tableau. Donc une méthode, il faut d'abord trier évidemment l'ensemble de tous ces utilisateurs par ordre, j'allais dire chronologique, n'importe quoi, par ordre alphabétique. Ok, et ensuite, après, vous regardez à l'intérieur, est-ce que l'adresse email qui a été renseignée par l'utilisateur fait partie justement des utilisateurs ou pas. Auquel cas, si l'utilisateur en fait partie, et hop, on lui renvoie un petit lien, et sinon, on lui renvoie un petit message d'erreur en disant cet utilisateur ne fait pas partie de notre base de données. Et ce dont vous avez besoin, c'est en l'occurrence avoir une réponse rapide. C'est ça que vous voulez faire quand vous avez un logiciel qui tourne ou une plateforme sur internet, peu importe. Vous voulez avoir la réponse rapidement.
Souvenez-vous, je répète, de ce que vous avez fait sur les ensembles de Julia, quand il fallait justement attendre quelques secondes avant d'avoir l'image, d'autant plus avec les ordinateurs de la région, c'est quand même très agaçant. D'accord ? Et bien il s'avère que si on utilise une recherche dichotomique justement à l'intérieur de cette base de données, ce sera beaucoup plus efficace que si on utilise une recherche séquentielle, comme nous l'avons vu. Alors pour utiliser une recherche dichotomique, attention évidemment, ça sous-entend de trier justement mes données d'abord. Donc évidemment, il va falloir utiliser un algorithme de tri. Donc là, ici, c'est un petit peu caché, hein. Pour comparer réellement nos deux recherches que nous avons vues, il faudrait tenir compte justement du coût du tri de ma base de données, hein, de mon tableau d'entier. Voilà, voilà. Est-ce que c'est un peu plus clair du coup sur ce que je raconte à cet endroit-là? Donc notre algorithme, le cours, dit que bah, justement, hein, quand on fait un petit peu de maths ici, et ben, que c'est un algorithme logarithmique en base 2. Ok ? Donc voilà, il faut comprendre un peu les principes. Après, si vous voulez résoudre cette inéquation-là, de toute manière, vous n'êtes pas capable de le faire. Donc faire des données, ça c'est faisable, hein, parce que je peux le réaliser concrètement. Hein. Vous calculez les puissances de 2 jusqu'à ce que ce soit plus grand que la taille du tableau. Donc là, sous-entendu, 2 puissance 6, 2 puissance 6, vous calculez, c'est 64, c'est donc plus grand que 50. Ici, c'est 128, hein, 2 puissance 7, etc., etc. Donc ça se fait, ça se calcule à peu près, voilà, ça se comprend assez facilement, mais c'est vraiment purement mathématique à cet endroit-là. Voilà, donc je répète, le cours de maths de terminale vous permettra justement de résoudre. Alors il faut utiliser le logarithme népérien, enfin moi j'ai pas envie de parler de ça parce que ce sera des choses que vous verrez en classe de terminale. Ok ? Cependant, ça vous permet déjà de comprendre que bah, le logarithme, c'est pas juste pour casser les pieds des élèves, c'est que c'est des choses qui servent concrètement justement dans plein de domaines. Alors, voilà ce qu'il fallait raconter sur la complexité. Et donc on a, en fait, si vous voulez, alors je vais revenir tout en haut de mon cours. Au tout début, quand je vous avais parlé justement des grandes classes de complexité, où est-ce qu'on en est maintenant? Alors voyez, constant, on en a vu un exemple, hein. Linéaire, on avait vu, notre recherche c'était linéaire. Polynomial, on avait vu avec les histoires des tris. Et il nous manquait donc un algorithme de type logarithmique. Et ben voilà, maintenant on en a un. Et voyez, si je reviens, pourquoi le logarithmique c'est mieux que linéaire? Et ben c'est la courbe justement des fonctions que je vous ai montré ici, hein. Ça c'est un algorithme logarithmique, ça c'est un algorithme linéaire. Là on voit que c'est franchement mieux d'ailleurs que le logarithmique est franchement mieux que un algorithme linéaire. Ok? Voilà. Bon, alors, il me reste une dernière chose justement à vous présenter. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il faudrait démontrer la correction justement de cet algorithme, à savoir en l'occurrence la correction, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait utilisé donc un invariant de boucle et à la fin on démontrait bien que les boucles justement se terminaient, parce que la terminaison de la boucle c'est quand même quelque chose de toujours important. Alors, on ne va pas faire la correction de cet algorithme, c'est-à-dire démontrer que l'algorithme est juste. Dans le cours, je vous ai mis une référence. D'un point de vue du programme, c'est écrit la correction de l'algorithme peut être démontrée par le professeur. Alors, honnêtement, je ne pense pas que ce soit très intéressant. On a déjà rencontré justement cette notion de correction d'algorithme. Par contre, ce qui est au programme ici, c'est de démontrer la terminaison de la boucle. Alors, c'est ça qui va nous intéresser pour terminer, et j'arrêterai là aujourd'hui, à savoir, j'ai une boucle tant que.
Alors quand j'ai des boucles tant que, il y a toujours un gros problème potentiel, c'est le fait d'avoir des boucles infinies. Une boucle infinie, comment ça se passe concrètement du côté de l'utilisateur? C'est l'utilisateur qui attend justement la réponse qui ne viendra jamais puisque à l'intérieur de l'algorithme, eh ben, je ne sors jamais de la boucle. Donc en général, ce qu'il se passe, c'est que l'utilisateur s'agace en l'occurrence et au bout d'un moment il dit que ça bug. Voilà, ça c'est ce que disent les élèves. Très souvent, c'est que en fait, alors, potentiellement, on n'a pas on a une boucle infinie et on n'a pas la réponse du coup. Et vous pouvez attendre indéfiniment, vous n'obtiendrez jamais la réponse puisque ma boucle va continuer sans cesse. Donc ça, c'est vraiment une bête noire de la programmation et de l'algorithmique. Donc on a des méthodes justement pour démontrer la terminaison justement des boucles tant que. Quand j'ai une boucle pour, la question ne se pose pas trop parce qu'en général, si vous voulez, la notion de ce que je viens de raconter, c'est beaucoup plus évident. Bon, alors là maintenant, ce que je vais raconter, c'est clairement au programme. Donc notre algorithme comporte une boucle tant que, ce qui peut toujours mener à une boucle infinie. Pour prouver la terminaison de la boucle, on va utiliser cette fois-ci, alors attention à bien distinguer ce que je raconte, on va utiliser ce qui s'appelle un variant de boucle. Donc attention à ne pas confondre avec les invariants. Un invariant de boucle, c'est pour démontrer la correction du programme, de l'algorithme, à savoir que l'algorithme redonne bien le résultat attendu. C'est-à-dire prouver que l'algorithme est juste. Ici, notre variant de boucle, c'est juste quelque chose qui va nous permettre de démontrer que la boucle se termine. Je ne démontre absolument pas que l'algorithme donne bien le bon résultat. Je démontre juste que ma boucle va se terminer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais relisez le cours sur l'algorithmique. À chaque fois, dans la terminaison, justement, pour démontrer la correction, on doit démontrer la terminaison de la boucle. Ok, donc je reviens justement sur ce que je raconte. Qu'est-ce que c'est qu'un variant de boucle? Un variant de boucle, c'est une quantité, donc a priori c'est un nombre, entière, qui va vérifier deux choses. La première chose, c'est qu'elle doit être positive ou nulle. D'accord? Si elle n'est pas positive ou nulle, eh ben, ça va pas marcher. Alors en fait, si vous voulez, vous connaissez l'ensemble des entiers naturels, vous avez travaillé sur les suites cette année, donc c'est quelque chose que vous connaissez à peu près. Les entiers naturels, c'est donc 0, 1, 2, 3, 4, etc. etc. Et on se balade, justement, on utilise dans cette partie-là les propriétés de cet ensemble des entiers naturels. Donc mon variant de boucle, c'est un nombre entier, donc qui va se balader dans l'ensemble des entiers naturels, qui doit être positif ou nul, parce que sinon je ne suis pas dans les entiers naturels. Et ce qui nous intéresse beaucoup plus également, c'est qu'il doit décroître strictement à chaque itération. Attention, il faut que la décroissance soit stricte. C'est-à-dire qu'à chaque étape de mon algorithme, à chaque passage dans mon boucle, ma quantité va diminuer strictement dans l'ensemble des entiers. Alors, je pense que vous êtes à peu près, vous serez globalement d'accord avec moi que si j'ai une quantité de ce type-là, eh ben, au final, je décroît strictement, donc au pire, j'atterris à 0, et vu que je décroît strictement et que je dois toujours rester positif ou nul, eh ben, je ne peux pas continuer indéfiniment et rester indéfiniment dans la boucle. Donc nécessairement, ma boucle va se terminer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur cette chose-là? Voilà, ça rame encore un peu. Est-ce que vous êtes d'accord que si j'ai un variant de boucle, donc une quantité qui est positive et qui décroît strictement, nécessairement, je suis obligé de faire un nombre fini d'étapes? Je n'ai pas trop de réponses là. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Soit vous entendez rien de ce que je raconte. Enzo, non, ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je raconte? Je pense pas. Vous pensez pas quoi? Enfin, je comprends pas la réponse à ma question. Ma question, c'est est-ce que c'est clair pour cette histoire de variant de boucle? Ok, j'ai pas trop de retour des autres. Bilal, c'est bon. Hyacinthe, c'est bon ce que je raconte ou pas? Tiens, par exemple.
Ok, très bien. Clément. C'est bon? Très bien. Bon, c'est toute l'importance, hein, c'est ce qu'il faut comprendre sur les variants. Alors évidemment, l'objectif du cours de première, très clairement, c'est d'utiliser quelques algorithmes simples et d'aller voir les notions importantes de l'algorithmique sur ces exemples simples, hein. Donc variant de boucle, c'est valable pour plein d'autres types d'algorithmes, hein. Ok, donc si l'on arrive à trouver une telle quantité, il est évident, alors le terme évident est voilà, c'est toujours un peu, ça peut toujours être un peu mal pris, que l'on va nécessairement sortir de la boucle au bout d'un nombre fini d'étapes. Au bout, tu vois, oui, il n'y a pas d'accent. Nombre fini d'itérations. Et donc, puisqu'un entier positif ne peut décroître infiniment. Donc si on est d'accord là-dessus, et ben voilà ma question, hein, quel est justement dans mon algorithme que je viens de présenter, quel est mon variant de boucle? Mon variant de boucle ici, ça va être la quantité max moins min. Alors, en fait, par rapport à ce que j'ai raconté, si vous voulez, ça va être la distance ou l'écart entre les deux indices minimum et maximum. Ce que j'ai essayé de représenter en vert un tout petit peu ici, hein, mais c'est pas tout à fait mon variant de boucle. Ici, c'est plutôt, il faudrait compter le nombre justement de cases. C'est ça qui va déterminer mon variant de boucle. Alors, qu'est-ce que je dois démontrer? Dans mon cours, je dois démontrer donc que max moins min vérifie ces deux conditions-là. Donc je dois démontrer que c'est positif ou nul, pour rester dans la boucle, et je dois démontrer justement que cette quantité, à chaque itération, va décroître strictement. Bon, alors la première partie, dire que cette quantité-là est positive ou nulle, c'est pas très compliqué, puisque dans mon algorithme, si vous regardez, hein, le test, c'est tant que min est inférieur ou égal à max. Donc si je suis justement à l'intérieur de ma boucle, et ben nécessairement min est inférieur ou égal à max, et donc max moins min est bien positif. D'accord? C'est même la définition exactement de cette inégalité. Donc cela nous assure que notre variant est positif. Alors quand je dis positif, hein, c'est ou nul évidemment, hein, ici. Hein. Ok, donc ça pose pas trop de problème. Maintenant, ce que je dois démontrer, c'est que cette quantité, elle va décroître strictement à chaque itération. Alors évidemment, il se passe plein de choses. Si vous regardez, à chaque fois, ça diminue plus que de 1. Mais moi, je vais juste démontrer que j'ai au moins diminué de 1 la quantité systématiquement. Donc montrons qu'il décroît strictement à chaque itération. Alors, première possibilité, hein, j'ai trois tests en réalité. Hein. Si t de milieu est égal à x, si on regarde l'algorithme, hein, je retourne milieu. Donc si je retourne milieu, ça assure la terminaison parce que quand je retourne une valeur, je sors de la boucle. Donc là, ça pose pas de problème. Hein. Dans les deux autres cas, si t de milieu est strictement inférieur à x, en fait, je regarde les instructions, min prend pour valeur milieu plus 1. Donc milieu, alors je passe sous silence, mais milieu c'est compris entre min et max. Hein. Donc quand vous prenez le milieu entre deux valeurs, évidemment, milieu est compris entre min et max. Donc milieu est plus grand que min, c'est ça que je veux dire. Supérieur ou égal. Donc si je prends milieu plus 1, par contre, cette valeur-là, si j'ajoute 1 à milieu, ça veut dire que min va être strictement plus grand que la valeur précédente. Hein, donc je n'ai pas donné des notations justement, j'aurais pu écrire min 2 par rapport à min 1, c'est-à-dire à l'étape précédente. Je n'ai pas utilisé des indices justement correspondant au passage à la boucle. Mais ce que je dis, c'est que min a augmenté de 1 au moins. Les trois quarts du temps, ça augmente de beaucoup plus. Mais si je fais min prend pour valeur milieu plus 1, si vous voulez dans le tableau, vous voyez à chaque fois milieu c'est la case qui est en bleu. Donc si min prend pour valeur milieu plus 1, c'est celle qui est là juste à côté. Donc j'ai au moins augmenté de 1. J'ai augmenté que beaucoup plus de 1 dans les trois quarts des situations, mais j'augmente au moins de 1. Donc si min, si cette quantité-là a augmenté de 1, ça veut dire que la différence a diminué au moins de 1. Donc décroît strictement. Alors, j'aurais dû dire max moins min décroît de 1 au moins. Voilà, je vais l'écrire. Je vais écrire une petite étape supplémentaire. Tac. Donc, hop, ça décroît au moins de 1. Ça me suffit, hein.
et max moins min décroît donc strictement. Ok? Bon, et dans le deuxième cas, c'est à peu près la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est max qui prend pour valeur milieu moins 1, hein, donc c'est dans ce genre d'étape là. Excusez-moi, le temps que ça sauvegarde, ça va mettre un peu de temps. Max va passer à cette valeur-là, donc milieu est ici, milieu étant plus petit que max, max va prendre pour valeur milieu moins 1, c'est le moins 1 qui est intéressant. Hein. Donc, je suis sûr d'avoir une valeur strictement inférieure à la précédente, d'au moins 1. D'accord? Donc max a diminué de 1 au moins, vraiment au pire des cas. Hein. Et c'est pareil, je vais rajouter une petite phrase équivalente. Clac. Donc, max moins min, si vous voulez, c'est la partie là qui diminue de 1, min n'a pas bougé, donc ça décroît au moins de 1. Et max moins min décroît donc strictement également. Ok? Donc, j'ai démontré que cette quantité-là était bien un variant de boucle pour notre algorithme, et donc la terminaison de la boucle est prouvée. Donc, je ne démontre pas l'algorithme, mais par contre, je ne prouve pas la correction de l'algorithme. Donc, je vous ai mis un petit lien justement. Alors, pour une fois, là, c'est une ressource qui est clairement académique. C'est même une ressource à destination des professeurs de NSI. Donc il y a une partie, il y a des choses qui sont reprises, hein, la même chose que ce que j'ai raconté ici. Vous pouvez le lire si ça vous intéresse. Mais si vous voulez lire la preuve de la correction de l'algorithme, ben voilà, elle est mentionnée à cet endroit-là. Je ne pense pas que ce soit obligatoire et j'ai un peu peur de vous noyer plus que nécessaire, on va dire. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce que j'ai raconté? Alors, je vais peut-être continuer à filmer pour les questions. Ok. Très bien. Bon, bah, je suis content. Alors moi, l'algorithmique, j'aime beaucoup ça, et en fait, c'est une des matières qui se rapproche le plus des maths, hein, parce que ça reste quand même très théorique, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Mais bah, comme je viens de le dire, vu que c'est proche des maths, c'est pas forcément les choses les plus faciles à comprendre. Alors, s'il n'y a pas de questions, voilà. Mon autosatisfaction est à son